Vous connaissez sans doute Denji, le personnage principal de Chainsaw Man, souvent réduit à son rêve étrange, je préviens, toucher des poitrines. Mais limiter Denji à ce simple désir serait passer à côté de la véritable profondeur de son personnage. Derrière cette apparence superficielle se cache l'un des héros de shonen les plus complexes et bien écrits de ces dernières années. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les différentes facettes de Denji et comprendre pourquoi il mérite bien plus que l'image d'un simple adolescent obsédé. Avant de commencer, je prends juste un instant pour vous rappeler quelque chose d'important. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, ça m'aide énormément pour le référencement et aussi, j'ai créé un serveur Discord communautaire où l'on peut échanger, se motiver et partager nos réflexions ensemble. Le lien est en description. Bref, parenthèse faite, parlons désormais de Denji. Avant de parler de sa psychologie, il faut quand même que je vous situe le personnage. Comme mentionné, Denji est le personnage principal de Chainsaw Man, et son histoire est marquée par une enfance tragique. Très jeune, il doit faire face au suicide de son père, se retrouvant ainsi avec la lourde tâche de rembourser les dettes de ce dernier. Dès l'âge de 15 ans, il devient Devil Hunter, un tueur de démons. C'est dans ce contexte difficile que Denji nous est présenté, ayant formé un contrat avec un démon tronçonneuse nommé Pochita. Denji a grandi dans une extrême pauvreté, et n'a donc presque rien vécu de sa vie. C'est que dans le premier épisode de Chainsaw Man qu'il découvre pour la première fois l'odeur d'une femme, et donc celle de Makima. Sur ce point d'ailleurs, il doit rejoindre beaucoup d'entre nous. Et ce n'est que dans les 2 épisodes suivants qu'il se réjouit de goûter des tartines au beurre de cacahuète ou à la confiture. Un luxe qu'il n'avait jamais connu, lui qui mangeait du pain au mieux. Tout au long de l'œuvre, Denji se cherche, essayant de comprendre ce qu'il vaut vraiment dans la vie. Mais attention, dans cette vidéo, je vais spoiler, il est manipulé en parallèle par Makima, le démon de la manipulation qui se cache en jouant le rôle de chef de la sécurité publique. Maintenant, comme dit, Denji est un personnage à la philosophie complexe que nous allons étudier point par point dans cette vidéo. Pour comprendre Denji, faut d'abord comprendre sur quoi se base sa personnalité. Connaissez-vous la théorie de l'adaptation hédonique? En résumé, c'est la théorie qui définit le fait que l'humain finira toujours par revenir à un niveau stable de bonheur. Et ce, malgré les péripéties, qu'elles soient négatives ou positives. Un exemple avec Denji. Denji va toujours se sentir vide dans sa vie. Et ce, même après avoir accompli ses objectifs. D'ailleurs, même quand il lui arrive des trucs négatifs, il n'est pas spécialement affecté par la suite. Pour le truc positif, quand Denji a finalement réussi à accomplir son premier objectif que vous connaissez très bien, celui-ci ne sentait pas que c'était vraiment spécial, que c'était pas quelque chose de phénoménal alors qu'il avait tant envie de ça. Et que son objectif, en tout cas la réalisation de son objectif, était plus drôle quand ce n'était qu'un objectif au final. Et maintenant, après, par exemple, quand Power s'est fait tuer par Makima, Denji s'est retrouvé de nouveau à un stade assez stable. Mais ça, on va le voir par la suite. En bref, une grande partie de la philosophie de Denji se base sur cette théorie. Comme je l'ai dit, il vivait auparavant dans la pauvreté, mais avait un mental assez stable et semblait le supporter, ne rêvant que d'avoir un petit déjeuner normal. Une fois son rêve réalisé avec l'arrivée de Makima, il se rendit rapidement compte que ce quotidien normal dont il rêvait tant devenait rapidement de plus en plus pénible au point où il se devait d'accomplir plus de choses pour avoir un espoir d'être heureux selon lui. En l'occurrence ici ce sera le fait de partir en vacances avec Makima, Aki et Power, qui eux sont ses collègues de travail entre guillemets. Makima a d'ailleurs accepté d'aller en vacances à condition que ceux-ci puissent tuer le démon gun, donc c'est du chantage, et évidemment qu'ils ne sont pas allés en vacances derrière. En tout cas, ce cycle illustre comment l'adaptation hédonique pousse Denji à constamment chercher des sources de bonheur toujours plus grandes, lui qui ne peut pas vivre sans ça. Mais il n'arrive cependant jamais à parvenir à une satisfaction durable. Chaque rêve réalisé se transforme rapidement en une nouvelle norme, qui nécessite des rêves encore plus grands pour compenser l'absence de satisfaction durable. Et tout ça, Denji n'arrive pas à le supporter, et il va arrêter d'avancer, ce qui ironiquement va rendre sa vie d'autant plus ennuyante qu'avant sans objectif. Et ça, c'est un peu une critique faite par l'auteur Tatsuki Fujimoto, des personnes qui se laissent simplement guider par la vie sans objectif. Le plus important pour lui, c'est le chemin vers ses rêves. Et si on ne prend pas en main sa vie pour accomplir des objectifs, celle-ci devient vite ennuyeuse et on pourrait être considéré comme ce qu'on appelle des PNJ, voilà. Vous êtes vraiment un PNJ si vous n'avez pas d'objectif, alors définissez-en vous. Maintenant, avançons un peu dans l'histoire. Et parlons de Makima. Makima, en tant que démon de la manipulation, incarne le contrôle absolu. Son pouvoir lui permet de manipuler n'importe qui, ce qui la rend incroyablement dangereuse et puissante. Denji, ayant été privé de tout pouvoir et autonomie pendant la majeure partie de sa vie, est comme une proie facile pour elle. Elle exploite parfaitement ses insécurités, ses désirs simples et sa naïveté pour le manipuler complètement. Suite à de nombreux événements, notamment ceux de la mort d'Aki, tué par Denji lui-même, celui-ci sera déprimé, n'arrivant même plus à avaler de la glace.
Et ça c'est un truc important, parce qu'il faut savoir que comme c'est dit dans la saison 1, Denji a le réflexe d'avaler tout ce qui rentre dans sa bouche, et même du vomi. Là, le fait qu'il n'arrive même pas à avaler de la glace, ça montre vraiment à quel point il est en détresse, et à quel point c'est quelque chose d'inhabituel pour lui, tout simplement. Denji à ce moment-là va se remettre en question, se disant même que son malheur vient de ses prises de décision. Chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire quand il travaillait pour la mafia. Denji accepte donc de devenir littéralement le chien de Makima, en faisant un pacte avec elle. Ce pacte qui représente une soumission totale, où Denji renonce à toute forme de libre arbitre afin de vivre selon lui une vie des plus paisibles. Pour lui, ce pacte est une solution facile à ses problèmes, une manière de fuir la responsabilité et la douleur associée à ses choix, comme celui où il ouvrit la porte de chez lui alors qu'on lui avait dit de ne pas le faire, tout ça menant à la mort de Haki dont on a parlé juste avant. D'ailleurs, un traumatisme chez lui, ce truc de la porte, étant donné que quand il était petit, il avait déjà ouvert la porte de chez lui avant de surprendre son père qui s'était suicidé. Après, en réalité, ce pacte avec Makima, c'était surtout un piège, évidemment, qui le rendit encore plus vulnérable à la manipulation de Makima, qui ne se privera d'ailleurs pas de tuer Power pour briser complètement le jeune adolescent. Makima va donc utiliser ce contrat pour exercer un contrôle absolu sur lui, le transformant en un simple outil pour réaliser ses propres objectifs, et qui est de vivre avec une personne assez forte pour ne pas tomber sous ses pouvoirs. Denji, qui se sentait déjà impuissant, est encore plus submergé par ce pouvoir de manipulation et va perdre progressivement son identité. En refusant d'affronter ce qu'il y a derrière la porte, Denji reste enfermé dans un cycle de déni et de soumission à Makima. C'est une métaphore de sa réticence à affronter la réalité de sa situation. Elle s'assure donc qu'il reste sous son influence. Plus Denji fuit ses propres peurs de tuer des gens ou de ne pas être heureux, plus il s'enfonce dans cette relation de manipulation où Makima gère sa vie. Mais à mesure qu'il s'enfonce, il commence à réaliser que ses rêves ne lui apportent pas vraiment le bonheur qu'il imaginait. En réalité, chaque nouvelle réalisation ne fait que l'enfoncer dans le cycle de manipulation orchestré par Makima, et ça l'enfonce également dans ce cycle de la théorie hédonique dont j'ai parlé juste avant. En bref, Denji est littéralement un pion dans des jeux de pouvoir qui le dépassent. Et ça va même aller plus loin étant donné que Makima ne va plus le voir comme Denji, mais comme le Chainsaw Man, ce qui va d'ailleurs l'amener à sa propre perte. Faut savoir qu'à un moment, Denji va péter les plombs et va se transformer en Chainsaw Man. Mais là, c'est pas le Chainsaw Man du début, c'est vraiment le Chainsaw Man, celui qui vient des enfers et qui bouffe les démons, les faisant disparaître de la réalité. Ici, Makima a permis sa libération en manipulant Denji, et ce démon Chainsaw Man, comme on l'appelle, va réussir à s'enfuir. C'est donc tout naturel que les personnes luttant contre Makima vont le trouver. Et l'une de ces personnes est Kobeni. Et cette jeune fille qui, malgré ses peurs et insécurités, dont on a pu faire part dans la saison 1, fait preuve d'une sagesse inattendue lorsqu'elle explique à Denji que la souffrance fait partie intégrante de la vie. Elle lui apprend même que tenter de fuir cette souffrance, comme Denji l'a fait en se soumettant à Makima, ne fait qu'amplifier les problèmes. D'un point de vue psychologique, ce moment est très important, surtout dans le développement de Denji où il passe d'un état de dépendance et de fuite à un début d'autonomie émotionnelle. Il va vite réaliser que la souffrance n'est pas quelque chose qu'il doit absolument éviter, mais quelque chose qu'il doit apprendre à gérer et à accepter. Ça marque le début d'un processus de résilience où Denji commence à reconstruire sa propre identité, indépendamment de l'influence de Makima. Denji cesse donc d'être le jouet des autres pour commencer à forger son propre chemin. Et d'ailleurs, c'est parfaitement illustré au moment où il réussit à tuer Makima, parce que celle-ci va foncer vers Pochita, oubliant même l'existence de Denji. Et c'était donc un piège de ce dernier, qui a compris qu'elle ne ferait pas attention à son odeur, mais seulement à celle du Chainsaw Man. Bref, c'est un peu compliqué, mais j'espère que vous m'avez compris. Maintenant, Denji décide qu'il ne veut plus être simplement un pion manipulé, mais qu'il souhaite devenir le Chainsaw Man, un héros en son propre nom, aux yeux de tous. Sa popularité croissante l'a rendu un peu plus faible étant donné que les gens n'ont plus peur de lui. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais ce qui est important, c'est que le Chainsaw Man devient de plus en plus fort, plus les gens ont peur de lui. Mais au final, les gens vont quand même essayer de le tuer, parce qu'on a eu droit à une épidémie de tronçonneuses qui sortait de la tête des gens, et tout le monde accusait Chainsaw Man d'être à l'origine de ça, alors que de base, c'était juste un coup monté. Tout ça, ça va encore lui coûter la vie d'un être cher, la vie de sa sœur spirituelle Nayuta. Et il va finir par se faire à nouveau manipuler en étant forcé à dévorer des démons dans les derniers chapitres. Je vais pas trop spoiler qui se fait dévorer, mais ça a de fortes conséquences sur le monde. Et on utilise un peu Denji comme un outil diplomatique. Mais donc voilà, on retourne un peu dans ce cycle où Denji se fait manipuler. Mais ici, c'est un peu plus complexe dans la partie 2 de Chainsaw Man, étant donné qu'il commence à se développer lui-même et qu'il n'accepte tout simplement plus d'être manipulé par quelqu'un.
veut vraiment être sa propre personne. Son parcours est donc une exploration complexe de la manipulation et de la souffrance. Sa relation avec Makima illustre comment la manipulation peut détruire non seulement les rêves d'une personne, mais aussi sa perception de soi. Heureusement, Denji s'est trouvé de vrais amis avec qui il a pu se développer et développer son autonomie sentimentale. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse la psychologie d'un autre perso de manga. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Zo.